Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, la violence sous toutes ses formes n'est pas la réponse à laquelle le peuple congolais aspire. C'est l'essentiel du message du nonce apostolique Louis Mariano Montemayor ce jeudi à la cathédrale Sacré-Cœur de Kinshasa à l'occasion de la prière pour la paix organisée en communion avec le pape François sur la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Processus électoral, la CENI multiplie des contacts avec les partenaires ou les intervenants au processus électoral. Hier, le vice-président de la CENI était chez les évêques à la conférence épiscopale nationale du Congo. Aujourd'hui, jeudi, il a été chez les protestants. Il a expliqué à tour de rôle le calendrier électoral, mais également le schéma critique pour arriver aux élections l'année prochaine, le 23 décembre 2018. À suivre également dans ce journal le prix du cobalt dont la République démocratique du Congo est le premier producteur au monde qui galope sur le marché international, contrairement aux autres marchés matières premières. Il est recherché pour la fabrication des voitures électriques, des smartphones et ordinateurs. Lui conférer une plus-value propulserait l'économie nationale. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Enjeu de l'heure en République démocratique du Congo. Le nonce apostolique après la République démocratique du Congo, Louis Mariano Montemayor a déclaré ce jeudi que la violence sous toutes ses formes n'est pas la réponse à laquelle le peuple congolais aspire. C'était à la cathédrale Sacré-Cœur de Kinshasa à l'occasion de la prière pour la paix organisée en communion avec le pape François sur la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Selon le représentant du pape François, les Congolais souhaitent vivre dans la tranquillité et le calme. Surtout, il veut être respecté dans sa dignité d'enfant de Dieu. La pratique de la patience, du dialogue et du pardon envers tous sont les instruments privilégiés pour l'obtenir, a dit le nonce apostolique. Au même moment, le pape François faisait une prière pour la paix au Soudan du Sud et en RDC dans la basilique Saint-Pierre. Entre-temps, le verdict de la CENCO est attendu ce vendredi à l'issue de son assemblée plénière extraordinaire organisée au centre d'accueil Caritas. Les princes de l'Église catholique entendent s'exprimer sur les questions d'actualité au pays, notamment leur position sur le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, le défi du 31 décembre 2016 et l'enjeu 2017 plutôt et l'enjeu de l'après cette date que d'aucuns qualifient de fatidique. Publication du calendrier électoral. Les participants à la réunion des garants de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région tenue à Addis Abeba en Éthiopie demandent au gouvernement congolais de fournir les ressources financières et logistiques nécessaires pour permettre à la CENI de respecter le calendrier électoral dans un communiqué officiel. Ils invitent également les autorités congolaises à respecter la liberté de réunion pacifique ainsi que l'accès équitable aux médias publics. Il souhaite aussi que le gouvernement de la RDC applique pleinement et efficacement les mesures de renforcement de la confiance prévues dans l'accord du 31 décembre 2016. Et processus électoral, justement, je le disais à l'ouverture de cette édition, le vice-président de la CENI était chez les évêques lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Là-bas, Norbert Bassengezi a expliqué le processus électoral, notamment le calendrier électoral. Et ce jeudi, il était au centre protestant chez les protestants. Je vous propose de suivre ce condensé dans ce reportage. Les évêques de la CENCO se réunissent depuis le 22 novembre 2017 à Caritas. La situation sociopolitique en République démocratique du Congo est le sujet principal au centre de débat de ces assises qui vont durer 3 jours. Au premier jour des travaux, les évêques ont fait appel à la Commission électorale nationale indépendante pour parler calendrier des élections publié le 5 novembre dernier. Eux étant les garants de cet accord, il a fallu qu'ils sachent comment nous avons procédé à publier ces calendriers et je crois qu'ils étaient édifiés parce que les
SENSA. Nous leur avons montré les communiqués qu'on a fait à Kananga, les gouvernements. Et la CENI se sont réunis 2 fois à Kananga comme au palais du peuple. Et cette tripartite nous avait demandé de publier les calendriers. Aussi, nous avons contacté et la classe politique et les organisations sociales avant la publication de ces calendriers. Au terme de cette session ordinaire, les évêques vont se prononcer à travers un communiqué final, a dit le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet. La position que les évêques vont prendre sera une position responsable basée sur leurs convictions et non sur une pression quelconque, fût-elle de la communauté internationale, de l'opposition, de la majorité de la CENI. Et ce jeudi, Norbert Batsengezi était chez les protestants. Avec eux, ils ont parlé élections, mais également calendrier électoral. Ce sont les techniciens, nous ne pouvons que remercier les explications qui ont été données. C'est au comité exécutif qui se tient maintenant à faire une déclaration quant à comment nous avons trouvé ces messages-là. Mais c'était des explications claires et nettes. Plan de sortie de crise du rassemblement. C'est une transition sans le président Joseph Kabila, la réforme de la CENI et la décrispation politique. Ce sont là les secrets du séminaire de 2 jours qui s'est déroulé à huis clos au centre Caritas. Les sociétaires de cette plateforme de l'opposition entendent initier une série d'actions pacifiques d'ici au 31 décembre. La structure de l'opposition indique l'urgence de débloquer le processus électoral moyennant la réforme de la CENI et d'organiser les élections sans le chef de l'État, Joseph Kabila, une position que vous connaissez déjà. Dépôt tardif du projet de loi des finances exercice 2018. Le Premier ministre Bruno Tshibala appelait hier à démissionner dans 72 heures. Les explications du chef du gouvernement n'ont pas convaincu les députés nationaux lors de l'examen de son interpellation à l'Assemblée nationale. L'initiateur de l'interpellation, le député national Henri Thomas Lokondo, l'accuse de manque de leadership. Félix Ilunga, Eric Alambay, reportage. Dans ses explications, le Premier ministre a relevé 3 exigences majeures à la base de ce retard. Il s'agit notamment de la superposition des lois des finances 2017-2018, de l'évaluation de l'impact des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement et de l'intégration dans le budget de l'État, les prévisions budgétaires de la CENI. Tout ceci témoigne de la vitalité et de la bonne marche de notre jeune démocratie. Il est aussi vrai que depuis plusieurs années, le gouvernement ne veut pas respecter les démocraties de l'unité. Cette année, le gouvernement national n'a pas échappé à ce. Un argument qui n'a pas convaincu les élus du peuple. L'auteur de l'interpellation a accordé 72 heures au Premier ministre afin de démissionner. Faute de quoi, Thomas Lokondo envisage d'autres procédures parlementaires. Tout ce qu'il a dit pour justifier la non-transmission à temps du projet de loi de finances n'est pas juste. Je pense qu'il peut même de lui-même prendre le tablier et puis bon là, s'il ne démissionne pas, bien on va déclencher la procédure parlementaire adéquate, donc la motion de censure. Le Premier ministre a déposé, rappelez-vous, le projet du budget 2018 la semaine dernière, soit à 25 jours de la clôture de la session budgétaire, alors que la loi prévoit cet exercice 15 jours après son ouverture. En économie, la baisse des cours des matières premières sur le marché international affecte de façon cyclique la quasi-totalité des produits miniers à l'exception du cobalt dont la République démocratique du Congo est le premier producteur au monde. Le boom des voitures électriques, de l'industrie des smartphones et ordinateurs devrait propulser l'économie nationale à condition de lui conférer une plus-value. Moune Mourpfel de Dukasouba dans un commentaire rendu par Félix Ilunga.
La République démocratique du Congo recèle plus de 60% des réserves connues de cobalt au monde. Et c'était avant la découverte des immenses gisements des Kamoa dans la province du Lualaba. Leur prochaine mise en exploitation par la multinationale Ivanhoe devrait porter la proportion à plus de 90%. Fort demandé dans l'aéronautique, dans la fabrication des alliages spéciaux destinés aux tuyères des réacteurs, le cobalt est aujourd'hui incontournable dans la production des téléphones cellulaires, tablettes et ordinateurs. Métal, ressource de données par excellence, il entre en grande partie dans la fabrication des batteries au lithium appelées à équiper dans un avenir proche les voitures à propulsion électrique conçues pour lutter contre le réchauffement de la planète. Par exemple, la Norvège est le premier pays qui vient de décréter zéro voiture à essence ou diesel à compter de 2020 avec sa marque emblématique Tesla. Nous sommes en train de passer de la période de la domination du cuivre à celle du cobalt. Si hier le cuivre était incontournable dans la fabrication ou dans la production de l'électricité à partir des centrales électriques, demain c'est le cobalt. Déjà le cobalt est très demandé dans l'aéronautique, dans la fabrication des moteurs d'avion, mais demain on parle de plus en plus des voitures électriques. Nous sortons de la COP 23. Par exemple, la Norvège vient de décréter qu'à partir de 2020, sur son territoire, aucune voiture ne pourra rouler à l'essence ou au diesel. Or, le cobalt, on le trouve dans notre pays. Et pour que notre pays puisse tirer avantage de ces énormes ressources en cobalt, il faudrait une plus-value, c'est-à-dire être en mesure de produire sur place, sinon des piles ou de batteries au lithium, au moins des composantes, plutôt que d'exporter le cobalt à l'état brut et qui est retraité en Chine ou en Inde. Comme le cuivre hier et auquel il est intimement associé à l'état brut, le cobalt est en voie de s'imposer comme le moteur du développement industriel des pays qui ambitionnent une émergence au cours des 2 prochaines décennies. Assainissement dans les milieux scolaires, une délégation d'élèves des écoles de Limété a déposé ce jeudi un plaidoyer à la commune de Limété afin d'inviter l'autorité municipale à prendre des mesures pour lutter contre l'insalubrité dans les écoles. Le bourgmestre Douglas Nkoulou dit avoir pris ce dossier à main pour rendre son entité salubre. Il a effectué une descente sur terrain en vue de s'enquérir de la situation. En suivi donc cette descente, Nadine Maïfiloa, Serge Mitelesi pour le compte de Numérica TV. Ces élèves qui effectuent une descente à la commune constituent un échantillon des établissements scolaires de Limété. Leur entrevue avec les bourgmestres consiste à plaider en vue d'une action tendant à lutter contre les fléaux de l'insalubrité qui n'épargnent pas les milieux scolaires. Plusieurs cas de paludisme provoquent l'irrégularité dans la fréquentation. On a même assisté à des cas de mort subite d'élèves au cours de l'année. Au nom de tous les élèves de la commune de Limété, nous sommes venus solliciter votre implication dans la lutte contre le paludisme en milieu scolaire. Pour lutter contre le paludisme, un premier fléau sanitaire du 21e siècle, cause principale d'appauvrissement des familles, d'absence et de décrochage à l'école. Nous comptons sur votre apport et vous remercions au nom de tous les élèves de votre juridiction. Merci beaucoup. Votre plaidoyer pour la lutte contre le paludisme en milieu scolaire. Nous vous promettons de travailler ensemble avec votre gouvernement, avec vos encadreurs, pour que, évidemment, nous puissions réduire, je dis bien réduire les causes, les conséquences, mais aussi lutter efficacement contre les paludismes en milieu scolaire. Le bourgmestre réaffirme son engagement concrétisé par des descentes sur le terrain. S'agissant du quartier Mososo à Limété, Koulou Numbi Douglas s'exprime. Le quartier Mososo, les gens ont construit sous la berge de la rivière, ils ont réduit le lit de la rivière
tout ce qu'on jette sur la rivière vient, les conséquences, nous on les gère, nous à Limete, et vous les retrouvez un peu sur le pont de la première rue. Vous trouvez qu'à ce niveau-là, l'eau ne passe plus, il faut curer. Mais on ne peut curer qu'au niveau de la première rue, n'est-ce pas, petit boulevard, on ne peut curer que sur Mosquée, on ne peut curer que sur 12e ici, pont qu'on appelle communément Gizenga, mais ailleurs, l'engin ne peut pas entrer parce qu'on a construit partout. Et ne me dites pas pourquoi vous avez laissé construire, c'est des situations qui datent d'il y a des dizaines d'années. La salubrité du milieu de vie concerne tous les natifs de Limete, invités à se serrer les coudes pour redorer l'image ternie de leur municipalité. Initier les élèves au goût de la lecture et à la culture du livre. C'est l'objectif poursuivi par l'association Nous et le Livre. Cette organisation a tenu aujourd'hui au Centre Wallonie Bruxelles un atelier axé sur le plaisir de lire. Quelques élèves venus de 3 écoles de la capitale ont participé à la manifestation organisée par la présidente de l'association, Madame Jenny Kilele Kabongo. Le reportage est signé Ange Makadi, Jérès Chimanga. Tout a d'abord commencé par des histoires. Je m'appelle Tom. Léon, tu viens? On rentre. Le rêve de Léon, Gaël et Hector, lu par Jenny Kilele de l'ONG Nous et les Livres, assisté pour la circonstance par Christelle Lengue de l'ONG Action pour enfants et jeunes. Enthousiasmés et excités, les élèves ont savouré ce moment. On nous a appris de lire. On cherche le livre pour lire. J'aime lire. Promouvoir la culture du livre et les goûts de la lecture dès les bas âges, c'est l'objectif même de la démarche. Je suis une passionnée d'une bonne éducation des enfants. Je vise le meilleur pour le Congo de demain. On a besoin de têtes bien faites, des têtes qui font la fierté du pays. C'est ainsi que je me suis dit, dans le cas des activités de Nous et les Livres, pour clôturer aussi l'année, organiser cette activité dénommée Les Plaisirs de lire. Je vais insister à ce qu'on intègre le cours de la lecture à part dans les bibliothèques, parce que c'est important. L'école, c'est bien, on apprend à lire, mais pour que ça devienne une habitude, les écoles doivent apprendre aux enfants à fréquenter la bibliothèque. Les encadreurs venus accompagner les écoliers promettent de doubler des efforts pour relever le défi lié au désintéressement au livre du plus petit au plus grand. Nous et le Livre et Action pour enfants et jeunes œuvrent depuis plusieurs années dans le secteur de l'éducation auprès des enfants de toutes les catégories. C'est une grande richesse, la lecture. Et félicitations, Madame Kabongo. On passe au sport. Après le match en nocturne entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club, l'administrateur gestionnaire adjoint chargé de la sécurité du stade des Martyrs a fait l'état des lieux des matchs de 2 premières journées de la Lina Foot. Max Moquet se dit satisfait de l'organisation du grand derby quinois à la demande de la Lina Foot. Selon lui, d'autres rendez-vous pourraient se jouer aussi en nocturne. Cependant, il y a beaucoup à faire, a-t-il dit au cours d'un entretien avec nos reporters. Nous sommes là pour contrôler, pour voir qu'est-ce qui ne se passe pas, parce qu'il y a votre collègue qui m'a dit tout à l'heure que j'étais complètement mouillé, j'étais en train de transpirer. C'est toutes ces imperfections que nous sommes en train de constater pour que nous puissions ensemble, et les stades qui met à la disposition ces installations à l'organisateur, pour que nous puissions vite corriger ce qui n'a pas pu marcher à la première journée, qui n'avait pas beaucoup de problèmes, ça je dois les confirmer, mais c'est la deuxième journée dont les matchs se jouent au stade de Marty, vous savez que c'est le derby quinois, et c'est ça qui a fait les échauffourées, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre, parce qu'il y a une réunion que nous avons convoquée avec l'organisateur, d'évaluation de la deuxième journée qui vient de se passer chez nous au stade, parce que nous devons vite resserrer vite ce qui n'a pas pu marcher, pour que la troisième journée qui va se jouer chez nous, que tout se passe bien. Parce qu'aujourd'hui, l'organisateur nous a dit que tous les matchs de play-off vont se jouer en nocturne, parce qu'ils ont trouvé que non, c'était quand même quelque chose de valable. Et pour que nous puissions arriver à ça comme résultat, il faut que des réunions conjointes puissent se tenir. Les stades,
l'organisateur qui est la Dina Foot et les autres services connexes, même les clubs qui vont jouer, ils doivent participer à toutes ces réunions pour que tout se passe correctement. Omar El-Béchir, attendu ce jeudi en Russie, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le président soudanais a effectué sa première visite officielle à l'étranger depuis la levée des sanctions américaines visant Khartoum. Il devait être reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, son homologue russe, mais le risque encouru par le président soudanais d'être arrêté par la police russe est quasiment nul. Selon RFI, la Russie n'a jamais ratifié le statut de Rome instituant entre autres Moscou a formellement retiré sa signature du statut de Rome en novembre 2016 à la suite de l'ouverture d'une enquête sur la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie. Vladimir Poutine veut développer les relations commerciales et politiques entre son pays et le Soudan. Des accords de coopération pourraient être signés ainsi que des contrats dans les secteurs miniers, indique le ministère soudanais des Affaires étrangères. Ainsi se termine cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est demain. La rediffusion, c'est à 23h30. Demain, 7h. Bonsoir. Interpellation de Bruno Tshibala, les députés national Henri Thomas Lokondo au cœur du débat. La manchette accuse celui de Bandaka de chercher à hypothéquer les élections. Selon le journal, les députés à l'esprit fécond n'a peut-être pas constaté que la motion va déclencher une crise dont on n'a pas besoin par ces temps incertains. Chercher à avoir un autre Premier ministre en ces moments équivaudrait à gripper la machine des élections déjà en marche. Henri Thomas Lokondo, encore lui, qui veut bloquer les élections. Congo Nouveau aussi en fait son chou gras. La raison serait simple à comprendre, en croire les tabloïds. Si la demande du député n'est pas de l'acharnement contre le team Tshibala, ce ne serait alors que de la stratégie visant à escamoter l'organisation des élections de la part de ceux qui exigent la démission du gouvernement ayant pour mission principale l'organisation des scrutins. Tout ceci inspire à la prospérité la question de savoir si finalement Bruno Tshibala serait cible ou victime. À l'analyse de cette démarche, somme toute surprenante de la part de la majorité habituée à protéger les animateurs des institutions, c'est à se demander si Bruno Tshibala, loin d'être une simple cible, ne serait plutôt pas la victime expiatoire d'une nouvelle cabale politique savamment montée. Et pour l'avenir, cette interpellation ne serait au fond qu'un sale coup politique. Le journal explique que ce n'est pas une simple affaire de retard de dépôt de projet de budget, parce que avec Matata, dans les mêmes circonstances, il n'a jamais été question de pareilles sanctions. Politique de deux poids deux mesures donc, qui ne viserait qu'à régler des comptes. Autre chose, marche rassemblement contre marche majorité présidentielle. L'objectif rappelle que le RASOP a carrément évité la logique de la confrontation en reprogrammant sa marche au jeudi 30 novembre. Et pour cela, on peut lire dans Forum des As que la majorité présidentielle a salué l'esprit démocratique du rassemblement. Pour le secrétaire général adjoint de l'AMP, Joseph Kokonyangui, l'AMP n'a jamais voulu court-circuiter la manifestation de l'opposition. C'était une simple coïncidence et non une idée de confrontation. Et pour Tempête de Tropique, c'est plutôt les rassemblements qui auraient déjoué les pièges de la majorité dans cette histoire. Comment s'étant rendu compte de la supercherie de l'AMP et ses appendices qui veulent organiser le même jour deux manifestations contradictoires, Erasop a décidé de décaler sa marche afin d'éviter de tomber dans les pièges du pouvoir qui avait toutes les chances d'aboutir
à un affrontement direct entre manifestants. Tout à fait autre chose pour clôturer cette revue de presse. Mbanza Congo, ancienne capitale politique et spirituelle du Royaume Congo, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Pour la petite histoire, l'Afrique en compte 89 et l'Afrique centrale seulement 10, dont aucun site culturel. Nouvelle du Courrier de Kinshasa, ex-dépêche de Brazzaville.